J'espère qu'on va pas être trop long, on va essayer d'être concis et de vous dire un maximum de choses en un minimum de temps. Donc dans un premier temps, on va vous présenter un petit peu l'origine du collectif et puis ensuite on va vous parler un petit peu de comment se déroule un projet photovoltaïque au sol, sur sol agricole naturel et forestier, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Les étapes du projet, les liens, enfin les contacts et comment se passe la collaboration entre les collectivités territoriales et les porteurs de projets. Ensuite, on verra un petit peu les impacts de ces projets sur plein d'aspects financiers, environnement. Et puis ensuite, on s'acheminera donc doucement vers la fin de l'exposé. Voilà, en gros, disons les grosses étapes. Donc, l'origine du collectif, tout d'abord, eh bien, en fait, c'est une personne qui habite à la frontière, en fait, entre Cressensac et Gignac, quelqu'un de Gignac, qui se balade donc beaucoup sur la commune, qui marche, qui est une marcheuse, et qui donc a vu qu'il y avait des terrains qui étaient balisés du côté du Colombier et qui s'est un petit peu alarmé de ça. Il y avait aussi des coupes de bois, enfin, qui entouraient ce secteur. Donc tout simplement, elle avait lu des articles que nous, on avait, parce que je fais partie aussi d'une association sur Gignac qui s'appelle Gignac Ensemble. On avait publié des articles sur l'agrivoltaïsme. Et elle s'est dit, bon, je vais essayer de frapper à cette porte. Elle nous a appelés en nous disant, il se passe quelque chose sur Cressensac. Et on a commencé des investigations faites ensemble. On a vu qu'il y avait 1, et puis 2, et puis 3 projets. Enfin bon, c'était fil en aiguille, voilà, on a recherché les infos. Donc on a décidé de monter un collectif parce que on s'est dit, il y a déjà une centrale de 24 hectares. C'est un phénomène qui est vraiment général, c'est-à-dire que c'est tout le monde rural, en fait, toutes les campagnes qui sont impactées dans toute la France. Il y en a beaucoup en Corrèze, il y en a beaucoup dans le Lot. Le Lot est très très visé aussi, on en parlera après. Et je vous dirai pourquoi. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de monter ce collectif. Donc, dans un premier temps, on va parler évidemment, on va contextualiser, on va situer les projets sur Cressensac. C'est Michel qui va le faire. Voilà. Michel, à toi. Oui, donc bonjour tout le monde. Donc, Michel Tousti, pour ceux qui ne me connaissent pas, habitant de Cressensac, revenu au pays, mais qui n'a jamais quitté vraiment. Habitant de Cressensac et de Gignac, mon adresse est sur Gignac parce que finalement je travaille les terres des parents et des ancêtres qui sont à cheval sur Cressensac et Gignac. Donc merci au collectif de nous avoir informés parce que sur Cressensac, on ne voyait pas passer ces informations-là et donc je me sens vraiment très, très concerné par cette démarche. D'autant que sur Cressensac, on a un parc photovoltaïque, ce qu'on peut appeler une centrale à témoins. Et au demeurant, les photos sont très jolies, je dirais, quand on le voit. La photo, donc ça c'est pris sur le site de Photosol, c'est ce qu'on peut trouver sur le site. Donc le projet a été réalisé sur place et il a le mérite, comme je dis, de nous servir d'exemple de ce à quoi ressemble une centrale. Donc là on a 23 hectares, donc on ne peut pas blâmer les propriétaires qui ont fait la démarche. C'était une démarche qui était vraiment très qui répondait à un besoin et à l'époque qui pouvait se comprendre complètement. Et pour le coup, donc c'est les propriétaires, 5 propriétaires qui avaient fait cette démarche. Et donc là, on trouve sur le site que ça a été fait en étroite collaboration avec la municipalité, comme M. Fémy le revendique, ce qui n'est pas tout à fait vrai, je crois bien. Mais bon, peu importe. En tout cas, à cette époque-là, donc on peut dire que le loup est rentré dans la bergerie parce que ça a ramené sur le coin les entreprises du photovoltaïque
et qui ont pu se rendre compte qu'ici elles étaient sur une terre bénie, parce qu'il y a pas mal d'agriculteurs qui prennent leur retraite, qui cherchent à faire quelque chose de leur terre tout en gardant la propriété. Et donc ça c'était une façon de continuer à faire travailler les terres. Donc l'exemple par contre que ça nous donne effectivement, c'est malheureusement que dans le paysage, quand on passe, même si c'est pas si gros que ça, mais on voit que ça fait une grosse tache noire dans le paysage. Et vous avez en bas à droite la photo de la vue aérienne avant, et en bas la photo de la vue aérienne maintenant de ce que c'est. Donc pour situer les projets qui ont été déterminés, donc la mairie continue de soutenir ces démarches. Et effectivement, sur le PLU IH qui est sorti cet été, donc vous avez une copie ici. Au passage, on peut noter aussi que les cartes qui servent de base au PLU IH datent d'une certaine époque, parce que c'est les cartes officielles et l'autoroute n'y est même pas marquée, c'est la bande grise que vous voyez, mais ça doit dater d'avant l'autoroute, parce que c'était l'empreinte de l'autoroute. Et on voit même Crescensac, le pointeur, je vais m'asseoir pour vous montrer. Donc Crescensac est ici, on a la route qui monte vers Brive. Et en fait, vous voyez, même la route ici, elle est déviée vers ici, depuis qu'il y a l'aéroport. Sur la carte, c'est même pas le cas, ils ont gardé l'ancienne route. Et donc ça sert de plan officiel. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'étonne. Mais bon, si vous faites une demande de permis de construire avec un vieux plan comme ça, je pense que ça passe pas. Mais ici, ça passe a priori, puisque c'est officiel. Donc la zone verte, c'est la zone NER qui traduit l'empreinte du panneau du parc photovoltaïque qu'il y aurait à l'aéroport. Donc on a vers Brive. Ensuite, si on redescend sur Crescensac, on traverse Naïrag et on va sur Baudran. Donc ça, c'est la route de Baudran. Donc là, au passage, on passe alors sur la commune de Nespoul. Donc c'est vraiment les projets, ils sont presque autant à Nespoul, Gignac que Crescensac. En tout cas, ils sont limitrophes. Et donc là, sur la gauche, il y a en question un parc de 7,5 hectares au Colombier. Donc entre le château de Tersac qui est en bas et Naïrag, Baudran est par ici. On le verra mieux en photo aérienne tout à l'heure. Et ensuite, donc il y a un troisième, enfin non c'est le même, pardon, un petit bout, là, ce qu'on appelle le Colombier, quoi. Il y en a aussi pratiquement 1 hectare que vous trouvez finalement, je pense que tout le monde connaît la route qui va à Estival, on passe devant la gare, et sur la droite il y a une jolie petite truffière là, qui a bien pris. Vous prenez le chemin là, juste à droite de la truffière et c'est le pré qui est juste derrière. Donc, il ne se voit pas de la route effectivement, quoi, mais la truffière, donc a priori le monsieur a expliqué l'autre jour que gracieusement ils vont clôturer la truffière avec ça. Et puis finalement il y en a un quatrième, enfin ou un troisième si on veut, en descendant en allant vers Turenne. Donc quand on descend du cours de Crescensac vers Turenne, vous passez sous l'autoroute qui n'est pas là. Et juste à gauche, il y a la route qui va au château de Chassenège. Et le premier pré qui est dans le coin en bas à droite avec une vieille grange fait partie aussi, va être couvert de panneaux photovoltaïques. Donc là, si on le voit en vue aérienne, donc, on retrouve Crescensac et on voit effectivement qu'on est limitrophe. Donc là, vous avez les frontières de Nespoul. Ici, vous avez du côté de Tersac, on a un petit bout de Gignac qui nous sépare de Estival, donc autant dire que c'est plus Estival presque que Gignac. Et donc c'est tous les riverains qui sont autour qui vont voir leur paysage transformé donc, par ces 4 projets, donc un du côté de l'aéroport, le Colombier, le côté Truffière et puis le château de Chassenège que je monte. Vous voyez en bas, ici, l'empreinte aérienne de la centrale de Chaya. Donc là, ici, on a circonscrit les projets, donc c'est approximatif, on n'est pas à 1 hectare près, mais vous avez à peu près les tailles respectives des projets, des zones qui ont été réservées. Donc le monsieur de l'aéroport l'autre jour a dit que ça va être un peu moins que ça, mais bon, c'est grosso modo ça, là on n'a même pas mis, il y en a des petits morceaux de l'autre côté de la route. Donc ici on a bien mis la route, mais il y a toute cette zone, donc là a priori ils sauveraient cette terre, je crois, dans un premier temps, mais n'empêche qu'elle fait partie des possibles. Il y a de l'autre côté de la route qu'il y en a aussi un triangle ici que je n'ai pas matérialisé et un autre bout ici.
Donc ici, du côté du Colombier, donc vous voyez qu'en vue aérienne, c'est un beau pré, quoi. Alors c'est un défrichage, certes, quoi, mais c'est vraiment une belle prairie. On va la voir un peu près tout à l'heure. Ici aussi, c'est un pré qui est encore cultivé. Et en bas, là, du côté de Chaussonnel aussi, là, c'est assez joli. On va le voir en photo tout à l'heure. Mais voilà, donc ici, donc on a bricolé des photos, une prise à l'aéroport, donc vous voyez la tour de contrôle derrière, là on est en bout de piste, le défrichage est en train de repousser un petit peu, donc par sécurité, de toute façon ils ne vont jamais laisser repousser les arbres à cet endroit-là. Moi je dis, c'est pas trop grave côté de l'aéroport, mais bon, mais quand même. Et donc vous voyez un peu à quoi ça pourrait ressembler. Côté de la truffière du Colombier, donc voilà une vue du pré concerné, donc des panneaux, donc, bientôt. Donc là, à cet endroit-là, c'est déjà piqueté. Si vous allez vous y promener, vous verrez le balisage. Du côté du Colombier, là, on continue derrière le château de Tersac. Donc là, il y a un joli chemin. Sur la droite, il y a une grange toute seule au milieu d'un pré. Et donc là, il y a vraiment une belle pièce de 8 hectares donc, qui risque d'être tapissée de panneaux. Alors les panneaux, c'est de la grille photovoltaïsme, donc elle en parlera mieux que moi. Donc Photosol nous en a parlé l'autre jour. Les tracteurs peuvent passer entre normalement, les produits. Moi je parle que de Photosol. C'est tous les mêmes pour moi. Et voilà le délaissé autoroutier de pêche mentale en bas là, de la route. Donc avec un petit pré, donc il y a la route de Turenne qui passe juste sur la droite là, après le pont. Aussi, donc celui-là il n'est pas très gros, quoi, mais bon, on se demande, elle va vous en parler mieux que moi, parce qu'elle a fait plus de recherche de documentation. Donc voilà, donc au final, ici une photo, une vue aérienne bricolée de ce que la commune risque de devenir, avec pêche Aya, donc le pêche Manta, l'aéroport, le Colombier, et aussi donc ici on a matérialisé parce que donc ça avait fait réagir monsieur le maire parce que le collectif avait préannoncé qu'il y avait une intention de projet d'une centaine d'hectares avec donc elle va en reparler je pense Caroline, 3 agriculteurs qui auraient signé une promesse de bail, et ce projet donc pour l'instant rien n'est confirmé, mais il se situerait autour de Ginières à Bielfour. Et donc ça c'est vraiment complètement frontalier de Cressensac par le côté du moulin à vent. C'est pour ceux qui connaissent, quand vous prenez le chemin, vous montez au Battu, là vous passez devant la maison de Raoul Jouberti, et en montant tout droit pour aller vers Mérignac, là on est juste sur la frontière, et c'est le point haut de la commune, là, le moulin à vent, et donc ça serait dans ce secteur-là. Et donc là, je n'ai même pas mis à l'échelle, parce que vous voyez, si c'est une centaine d'hectares, ça va être même plus gros que ça. C'est plutôt côté Ginières, Bellefour, qu'on pense qu'il y a quelque chose. Donc en tout cas, les entreprises en photovoltaïque sont tombées sur la commune, et je pense qu'il y a péril à la demeure si on ne veut pas voir crépir toute la commune avec des panneaux solaires. Je vous remercie. Je voudrais rajouter, parce qu'il y a, moi je m'appelle M. Lorisseau, donc j'habite à Mescoul, et il y a un projet donc, dans le village de Réjeanne, de à peu près 1,5 hectare qui va se faire, je pense. On parlera des projets des groupes. C'est arrêté sur les projets qu'on a. Mais vous pouvez intervenir. Je vous inviterai à parler après, vous en savez certainement plus que nous sur ce projet. Alors, donc, oui, alors il faut savoir que c'est extrêmement compliqué de trouver des informations sur les projets tant que le permis de construire n'est pas déposé. C'est vrai que ça nous a vraiment pris beaucoup de temps, vraiment accaparé de trouver des informations. Parce qu'en fait, quand ils sont publiés, il y a une carte à l'EDT, Edith publie une carte qui a été mise à jour là en août, au mois d'août. Le souci, c'est que quand c'est publié sur cette carte, c'est que les projets sont déjà en instruction, c'est-à-dire que le permis de construire a été déposé. Donc il y a la demande, soit la demande de permis de construire a été déposée, donc ça c'est en instruction, soit le permis de construire est déjà déposé
enfin, elle est déjà acceptée, donc cela, ça rentre dans la rubrique parc autorisé. Soit on a après évidemment la catégorie des parcs en service. Mais on n'a absolument rien sur tout ce qui est en cours d'étude. On peut passer sur, on peut regarder un peu l'étape, les étapes. Donc, quelles sont les étapes que suivent donc les projets à partir du moment où les énergéticiens ont contacté des agriculteurs, qu'ils ont trouvé des agriculteurs qui sont partants. Ils vont faire une préétude technique. Bon, alors les temps, hein, les délais là sont pas tenus, souvent ils sont très très longs, ils sont rallongés. Enfin, mais en tout cas, il y a cette préétude technique et vous voyez, validation des élus. En fait, les élus sont prévenus assez tôt. Ils sont prévenus avant même l'étape suivante, qui est la faisabilité, quoi. Où là, là vraiment, à proprement parler, les porteurs de projets travaillent sur les études d'impact, embauchent un bureau d'études qui va faire une étude environnementale, étude d'impact à la fois agronomique et environnementale. Ensuite, voilà, élaboration du projet agricole, ça c'est l'étude agronomique. Ensuite, il y a la concertation. Alors, il est censé y avoir une concertation locale. En fait, les concertations locales, les 3/4 du temps, elles passent à la trappe. Bon, donc voilà. C'est pour ça que le public, les habitants, ils découvrent, ils sont souvent en fait accomplis. Donc ensuite, on passe à la deuxième, la suivante. Là, on rentre dans le vif du sujet en ce qui concerne l'évaluation environnementale. Voilà. Qui est une part importante de l'étude. Ça dure assez longtemps. Voilà, parce que c'est là où, effectivement, ils vont voir qu'ils ne peuvent pas mettre des panneaux partout, c'est-à-dire ils sécurisent, ils signent une promesse de bail avec les agriculteurs sur une surface qui va faire par exemple 50 hectares, et puis ils s'aperçoivent que sur ces 50 hectares, en fait il y a des dolines, il y a des contraintes environnementales, il y a des codes, le code de l'environnement, enfin il y a voilà, des cadres légaux qui font qu'on ne peut pas mettre des panneaux partout. Il faut éviter aussi de faire des coupures, des défrichements. Bon, plein de contraintes qui font qu'au final, souvent, les projets, évidemment, on sécurise beaucoup pour, au final, je sais pas, par exemple, le colombier, c'est un exemple, voilà, il y avait 35 hectares de sécurisés au début, et puis là, le colombier, on en est à 8 hectares et demi. Ce qui est plutôt, bon signe, quelque part, mais bon, voilà. Alors, nous, je précise, parce que ça, j'aurais dû vous le dire dès le départ. Ouais, bon, nous, on dit 8, même 8,5, c'est trop. Je vous expliquerai après pourquoi. En fait, nous, on n'est pas du tout contre le développement du photovoltaïque. Absolument pas. Sur les toitures, sur les parkings, sur les friches industrielles. Ok, là c'est légitime, ils peuvent en mettre, je veux dire, tant qu'il en est nécessaire. Mais nous, on dit, voilà, nous, on n'est pas du tout d'accord avec le fait de mettre des panneaux photovoltaïques sur des sols naturels, agricoles ou forestiers. Voilà, ça, je vous l'expliquerai après. Bon voilà, donc on peut passer ça, et ça, en fait, je vous ai montré ça pour vous dire où on en était des projets de la commune par rapport à ces étapes générales des projets. Donc le colombier, c'est une installation agrivoltaïque. Ça veut dire qu'il y aura un élevage ovin, il y aura des moutons sous les panneaux. Donc voilà, le résultat d'étude d'impact, comme je vous disais, il a apporté donc la superficie à 8,5 hectares. C'est porté par un énergéticien allemand qui s'appelle Énergie Contor. Il y a 3 agriculteurs qui sont propriétaires sur ces 8,5. Et donc voilà, et il y a un exploitant qui n'est pas le propriétaire. Donc lui, il y a une contrainte pour lui, effectivement, c'est de mettre, il n'a peut-être pas forcément envie de mettre ses moutons sous les panneaux. Bon, mais c'est le propriétaire qui a signé le contrat. Donc là, ils en sont à la fin de l'étude environnementale, et ils voudraient déposer le permis de construire avant la fin de l'année. Mais comme il y a énormément de demandes à la DDT, c'est pas sûr. Ça peut être en début 2026. En tout cas, voilà, c'est leur intention, c'est ce que nous a dit monsieur d'Énergie Contor l'autre jour. Alors il se trouve que ce projet... alors ce que j'ai dit aussi, c'est ce que j'ai abordé tout à l'heure, c'est la mairie. On a vu que la mairie arrivait en général assez tôt, parce que quand ils ont
Ils ont une touche avec les agriculteurs, mais ils vont voir si avec la mairie ça va bien se passer. Ils vont prévenir la mairie en fait qu'ils ont l'intention de. Et souvent la mairie est prévenue vraiment en amont. Ça c'est important. Et d'ailleurs, en ce qui concerne l'énergie comptoir avec Colombier, effectivement, la mairie, elle a été contactée en 2020. Ça fait 5 ans. Donc c'était vraiment un des premiers maillons de la chaîne en fait. Et ensuite, donc la mairie a dit OK pour une étude de faisabilité. Et ensuite, l'énergéticien, on l'a rencontré plusieurs fois. Monsieur le maire a fini par me dire qu'il allait rencontrer un certain nombre de fois. Ensuite, la mairie a posé un avis. Elle a voté en conseil municipal en 2022 et elle a donné son avis. Donc, un avis favorable. Il n'y a pas une grosse adhésion au vote, je ne sais pas, c'est à remarquer quand même. C'est ce que j'avais dit l'autre jour, là, donc on voyait écrit, effectivement, il n'y a eu que 7 votes pour, il y a 19 conseillers, 7 votes pour, 7 votes pour, 3 votes contre et 7 abstentions. Donc légalement ça vaut, je crois. Oui, tout à fait, c'est par contre, la majorité, les abstentions ne comptent pas, en fait. Ouais. Influencer le représentant du personnel pour lorsque dans une assemblée on vote une abstention, normalement sur des, alors encore une fois dans le cadre des représentations du personnel, une abstention équivaut à un vote négatif. Et pas pour un conseil municipal. Ouais. Voilà. Pas dans le cadre du conseil municipal. Donc voilà, donc ça c'était pour Énergie Comptoir. Ensuite, la suivante. Voilà, alors juste au passage, c'est quand même pas mal de remarquer, c'est que les projets d'Énergie Comptoir, ils sont sur une trame verte. C'est-à-dire ils sont sur un corridor de biodiversité, là, écologique. On appelle un corridor écologique. Voilà. Ça c'est la nouvelle carte qui a été éditée dans le cadre du nouveau PLU. Donc c'est tout récent aussi. Après, on passe au projet de l'aéroport. Donc l'aéroport, le nouveau PLU, il a favorisé ce projet. Alors là, on a plusieurs zones. Hein. Ça provient d'une délibération du syndicat mixte de l'aéroport. Les surfaces sont pas justes. Ça ne correspond pas à la zone qui a été classée dans le PLUIH de Val d'Or. La zone NER verte que Michel vous a montré tout à l'heure. Elle est plus grande, la zone NER. Voilà, ça fait ça, quoi. Voilà. Nous, en fait, si vous voulez, la limite de Cressensac, ça c'est Nespoul. Ça c'est déjà Nespoul. Parce qu'il y a 2 projets. Ils veulent mettre des panneaux aussi sur la commune de Nespoul, sur la partie B là-haut, et sur le haut de la partie bas. Voilà. Puisqu'en fait, Nespoul s'arrête à l'angle là, voilà, à cet angle-là. Voilà. Donc nous, on est concernés par ce qui est en bas. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas solidaire de Nespoul. Voilà, donc ça c'est 46 hectares. Alors voilà, ils ont prévu une zone de 46 hectares. Bon, si tu peux mettre l'image suivante, Michel. Donc là, au départ, dans une délibération de 2024, ils ont vu grand, parce qu'un potentiel de 55 MW, crête, c'est bien supérieur à 46 hectares. C'est à peu près 1 MW crête pour 1 hectare, donc 46 hectares, là ils ont vu très grand. Et le monsieur, enfin le directeur, le président pardon, du syndicat mixte qui était présent à la réunion l'autre jour, a dit que effectivement là aussi ça risque d'être réduit parce qu'il va falloir enlever des zones, ils vont peut-être enlever le champ, etc. Peut-être qu'au final il y aura 15-20 hectares, je n'en sais rien, ça on ne sait pas. De toute façon là ils sont juste au stade où ils vont signer avec l'énergéticien. Ils vont signer en novembre je crois, donc ils ont fait alors c'est rigolo aussi parce que ils ont fait un comité, évidemment il fallait choisir l'énergéticien, ils ont fait un comité de sélection, donc composé de 9 personnes je crois. Et puis quand on a regardé les délibérations, on a vu que le maire de Cressensac était dans le comité de sélection de l'énergéticien. Alors le regagnant sera peut-être pas tout seul, on s'en sait rien. Bon. Alors après l'aéroport, on est sur...
voudrais rebondir rapidement sur le syndicat. Pour les gens qui étaient là à la réunion publique organisée par la mairie de Crescensac, il est quand même à noter du côté du président du syndicat mixte de l'aéroport un mépris constant affiché dans son attitude et dans ses propos relativement à l'Assemblée qui était présente, puisque de toute façon il a dit que le syndicat d'économie mixte était propriétaire des terrains et que sur ces terrains il ferait ce qu'il voudrait. Donc c'est important à noter, et il nous a bien renvoyé aussi que le lot, la partie lotoise du syndicat mixte ne représentait que 8,5% des apports financiers du syndicat mixte. Donc sous-entendu, la partie corrézienne représente le restant. Ceci étant, comme j'avais déjà dit l'autre fois, on n'a que les désavantages de l'aéroport, et ces 46 hectares, ils vont être du côté lotois. Et c'est énorme, et le mépris affiché par ce personnage, je trouve ça absolument incroyable que quelqu'un vienne nous dire les yeux en face que de toute façon, quand ils auront choisi l'énergéticien, ils feront ce qu'ils voudront. Effectivement, s'ils ont sécurisé 46 hectares, on sait qu'ils vraiment, forcément. Sinon, ils auraient sécurisé pas. C'est pas sécurisé. Ils ont voté toutes les terres qu'ils avaient sur Crescensac, les 46 hectares, ils les ont classées. Donc ça a été classé de concert avec qui fait le PLU, la commune, Coval d'Or. Voilà, ça a été une entente en fait. Coval d'Or est représenté dans le syndicat mixte, donc ça a été une entente sur l'arrêt de ces 46 hectares. Dans le PLU. La présence de Spark photovoltaïque, c'est une façon de rendre, entre guillemets, rentable la présence de l'aéroport, puisque tout le monde sait qu'il est largement déficitaire depuis sa création. Donc, on a l'émission de l'aéroport, on aura un parc photovoltaïque pour rentabiliser cet aéroport, ou tout du moins le faire vivre, ce qui est juste incroyable. On savait dès le départ qu'il était surdimensionné. Juste au passage, il n'y aura pas d'obstacle sur Nespool, puisqu'il y a pas mal de gens de Nespool dans la salle, sur les parties Nespool. Je me suis renseignée, puisqu'en fait, les terres sont classées déjà en zone AUX. Elles sont dans le PLU de Nespool, c'est classé en AU, ça veut dire que c'est des zones qui sont destinées à recevoir des implantations industrielles. Donc il n'y aura pas d'obstacle au niveau du PLU. Alors que nous, c'est vrai que, comme la zone, vous savez, qui est allée de l'aéroport, il y a eu un temps, il y a eu un projet de zone d'activité, là, entre l'aéroport et puis la gare de Gignac-Crescensac. Donc les terres étaient classées, dans l'ancien PLU, elles étaient classées en AUX. Et là, comme ce projet a été abandonné, ils ont été obligés de changer de classement dans le nouveau PLUH des terres. Elles sont passées en zone naturelle et agricole. Donc pour légitimer du photovoltaïque sur zone naturelle et agricole, ils sont passés en NER. Je n'ai pas dit ce que c'était NER, excusez-moi. C'est des zones naturelles qui sont destinées à la production d'énergie renouvelable. Moi, je voudrais apporter une autre chose quand même, c'est que tout ce qui fait partie du syndicat mixte et au niveau de l'aéroport, c'est des zones qui sont des zones qui font partie du document cadre. Du côté de la Corrèze. Comment? Donc, elles faisaient partie du document cadre, elles ont été retirées. Et donc, toute la partie, et on l'a indiqué lors de la réunion en présence de l'énergéticien et du président du syndicat mixte de l'aéroport, qu'effectivement, cette zone ayant été retirée, du côté de la Corrèze, et notamment Nespool, enfin, tout ce qui était concerné, tombait. Et ce, parce que le préfet de la Corrèze a pris cette position en disant qu'il n'y aurait que deux zones qui étaient conservées dans le document cadre, une à Puy-Pinson, à Tulle, en dessous de la Chambre d'agriculture, et une à Mansac. Le président a été formel. Non, pour nous, il n'a pas été enlevé du côté de la Corrèze. Renseignement pris, on a bien ce document cadre, il a été retiré. Donc, même côté Nespool, on ne devrait pas voir de panneaux photovoltaïques au sol
sur cette partie, étant donné qu'elle a été refusée par le préfet de la Corrèze. Oui, parce que le document de garde a considéré, on en parlera après, même que si ce n'était pas des terrains cultes, parce que c'est couvert de forêt, hein, la plupart, enfin la zone en tout cas. Voilà, et que c'était pas des terrains cultes, et que c'était pas des terres non exploitées depuis plus de 10 ans, enfin bon, ça c'est ce qui rentre dans le cadre du document cadre, mais bon, ça n'empêche que l'installation de panneaux sera légitimée par le fait que le plus actuel, il est favorable. On n'a pas besoin du document cadre pour installer des panneaux. Ils peuvent passer outre. Mais on parle de deux choses différentes. Ouais. Là, on parle de l'agrivoltaïsme, c'est-à-dire où il y aura une exploitation, un exploitant qui sera sur les terres et qui pourra installer des ovins, des bovins. On va en parler après. Voilà. Je vais en parler. Et Je vais en parler vite fait. Ouais. On en reparle. Donc après, il y a donc le projet suivant. Alors c'est le fameux moulin à vent. Donc le moulin à vent, on n'est pas très avancé. Ce qu'on sait, nous, pourquoi on a parlé de ce projet? On n'a pas parlé de ce projet pour faire le buzz. Nous ne sommes pas des activistes au sens où l'entend Monsieur le maire. On n'a pas du tout parlé de ce projet pour affoler la population. On a simplement discuté avec un des 3 agriculteurs qui nous a dit qu'il avait donc, qui s'était engagé, que ces 3 agriculteurs, c'est un agriculteur de Gignac, qui est en limite, qui est pas loin de Cressasac. Voilà, on est toujours sur des choses frontalières, c'est-à-dire, le colombier, c'est simple, ce ne sont pas des agriculteurs de Cressasac, au colombier, les propriétaires qui ont signé. Ce sont des agriculteurs de Nespoul, de Gignac. Et je crois qu'il y en a un même de Noailles, je ne sais plus. Mais bon, voilà, ce ne sont pas des gens... Voilà. Mais ils ont des terres, bon voilà, quand on a des terres, souvent on a des terres à cheval sur 2 communes. Et donc, en l'occurrence, là, il y a un des 3 agriculteurs, mais il n'y en a qu'un avec lequel on a discuté, c'est lui qui nous a... Bon, on n'a que sa parole, c'est tout ce qu'on a. Bon, c'est un agriculteur de Gignac, donc en limite de Cressasac, qui a des terres sur Cressasac et sur Gignac, qui nous a dit qu'il y avait eu 100 hectares de sécurisés. Ça ne veut pas dire qu'on aura un projet de 100 hectares au final. Sur 100 hectares, on va peut-être arriver sur 20, 30, je ne sais pas. Mais voilà, 40, je ne sais pas. Bon. En tout cas, trop. Ensuite, il y aura probablement une grosse surface sur Gignac, parce qu'on est allé sur le terrain, et effectivement, on a vu qu'il y avait du terrain favorable qui était en pente côté sud, enfin, etc. Et ça, c'est beaucoup sur Gignac. Donc ce sera peut-être sur Gignac. La mairie de Gignac n'est pas au courant non plus, c'est ce qu'elle nous a dit. Chausse-Nègre, le dernier c'est Chausse-Nègre, donc ça c'est à... Oh pardon, j'ai dit ça, oui d'accord. Chausse-Neige, j'ai bien écrit en plus. Donc ça c'est la carte de la DDT, voilà ce qu'on trouve. Voilà quand on va sur... donc la carte publiée du Lot par la DDT, hein, c'est là qu'on a tout le département, et puis on zoome, et puis on arrive, voilà, sur les communes, les zones qui nous intéressent. Donc sur Cressasac, vous voyez que sur la carte de la DDT, pour l'instant, il n'y a que la centrale existante en jaune en bas, et Péchayat, et on a juste le petit délaissé. Alors c'est rigolo parce qu'ils appellent ça un délaissé autoroutier. Ça c'est porté par Solarvia. C'est une filiale de Vinci. C'est Vinci qui fait ses parcs. Il va en faire plein là le long de, dans ce qu'il appelle des délaissés autoroutiers, le long de la 20, entre Brive et Cahors. Il y en a plein de prévus là. On en parlera après. La Chapelle-aux-Acques, on va avoir des voisins. Il y en a 8 hectares là. Alors ils appellent ça des délaissés, mais en fait je crois qu'ils ont sécurisé, ils ont acheté des terres bien de façon assez éloignée de l'autoroute de chaque côté. Ils ont sécurisé ces terres, je ne sais pas pourquoi. Bon, en tout cas, nous on pensait que c'était collé à l'autoroute, on est allé voir. Donc, collé à l'autoroute, non, il y a une réserve d'eau, c'est clôturé, etc. C'est pas là. Donc on se situe avec le plan, et notamment avec la carte du PLU, là, et on a vu que c'était un joli champ, qui était beaucoup plus loin en fait. Et ça fait ça un délaissé autoroutier. Moi je pensais que c'était un truc caillouteux, avec, enfin je sais pas, un ancien entrepôt de béton. Ben non, c'est un champ magnifique, avec une jolie petite maison,
qui va être démolie, quoi. Et puis on a juste à côté, enfin pas loin du tout, on a la métairie du château de Chausse-Neige. Puis le château, pas loin. Bon, alors, bon. Un de plus. Alors c'est pas grand, on peut dire, bon, bah, alors celui-là on laisse passer, c'est 0,8 hectares. Bon. Voilà, donc ça c'est Vinci qui met ça en route. Alors eux, ils sont tranquilles parce que en fait, c'est arrivé tout de suite là. Sur la carte, rapidement, il n'y a pas d'études, il n'y a pas d'enquête publique, etc. Puisque ils sont dans d'une production qui est inférieure à 1 MW crête. Ils sont à 906 kW crête. Donc du coup, ils échappent au permis de construire. Pas besoin de permis de construire, juste une déclaration de travaux. Et ils sont dispensés d'études d'impact environnemental. Donc là, ça va très vite. Voilà. Il n'en a pas été question l'autre jour, la réunion. Non, le maire n'en a pas parlé. Ouais. Et moi, j'ai reçu un mail de quelqu'un qui était à la réunion qui m'a dit « Comment se fait-il que monsieur le maire n'ait pas parlé de ce projet ?» Il a peut-être estimé que 0,8 hectares, c'était négligeable. Alors, on va passer, donc, je vais quand même vous faire un petit topo vite fait, parce que c'est vrai qu'on a prévu peut-être un peu long. Ouais, alors ça c'est justement le cadre légal en fait. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui les industriels de l'énergie viennent accaparer, mais se jeter littéralement, quoi. Les agriculteurs sont sollicités, mais de manière irrationnelle. Pourquoi ils se jettent comme ça sur les terrains agricoles depuis ces 2 dernières années, même pas, depuis 1 an, quoi. En fait, c'est la loi APER, il y a la loi d'accélération de la production d'énergie renouvelable, qui a été votée en 2023, avec un décret d'application pour tout ce qui est photovoltaïque au sol, sur sol naturel, agricole et forestier en 2024, et qui a donné le coup d'envoi, en fait. Parce que, bon, la France s'est fait retoquer, parce que, au niveau de l'Europe, parce qu'elle ne produisait pas assez d'énergie renouvelable, donc elle s'est... elle essaie de se rattraper, bon... de manière pas très, vous allez voir, c'est pas très honnête tout ça. Donc voilà, donc du coup, dans cette loi, il y a quoi? Il y a deux cas de figure, en fait 2 dispositifs grâce auxquels on peut mettre du photovoltaïque sur sol naturel, agricole et forestier. Le premier, c'est agrivoltaïque, c'est-à-dire qu'on met des panneaux et on cultive en dessous. On peut faire du maraîchage, on peut mettre des moutons, on peut mettre des vaches, si les panneaux sont très hauts. Enfin bon, voilà. Des trackers pilotés à distance, on peut faire des tas de choses. Donc, alors l'installation agrivoltaïque, elle impose des contraintes, donc il faut qu'elle soit évidemment sur une parcelle agricole. Bon, je vous laisse lire. En 2 mots, alors ils ont un truc vraiment incroyable, amélioration du potentiel agronomique. Voilà, ça devrait pousser mieux sous les panneaux que sans les panneaux. Là, moi, je suis petite fille d'agriculteur, j'ai un petit peu de mal à comprendre. Adaptation au changement climatique, c'est génial, ça va protéger du gel, et puis après, l'été, les cultures souffriront moins de la sécheresse, bon, etc. Et amélioration du bien-être animal. Ben oui, les petits moutons, ils seront mieux sous les panneaux que sans. Ils pourront se mettre à l'ombre. Mais attention, l'ombre d'un panneau, ça n'a rien à voir avec l'ombre d'un arbre, c'est une ombre chaude, ce n'est pas une ombre froide. Ensuite, l'agri-compatible. Alors voilà, ça c'est ce que disait Delphine, elle parlait du document cadre. Ils ont trouvé un autre truc, ils ont demandé aux chambres d'agriculture de répertorier toutes les terres qui seraient dites incultes ou qui seraient non exploitées depuis 10 ans. Alors nous, on a eu des trucs sur Gignac, il y a eu une dame qui avait une plantation de noyers, bon, qui continuait à... Bon, les noyers n'étaient pas très entretenus, c'est vrai, le terrain non plus, bon, mais elle avait quand même ramassé ses noix pour la famille, bon. Et puis, elle était même pas au courant, en fait. Ils ont mis c'est nous qui l'avons découvert, ça aussi, parce que l'enquête publique, la mairie de Gignac était passée au travers, il y a eu une enquête publique au mois de mai, et on a dit, oh là, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai regardé, j'ai vu qu'il y avait il n'y en avait pas sur Crécinsac, il y avait donc ces terres sur Gignac. Et j'ai vite couru à la mairie, je leur ai dit, mais comment se fait-il, l'enquête publique? Quoi, quelle enquête publique? Ils n'étaient pas au courant. On était à 1 semaine de la clôture de l'enquête publique. Donc on a alerté un petit peu tout le monde, on était allé voir ce que c'était que ces parcelles, on a discuté avec la dame qui était affolée, mais comment se fait-il, mes parcelles? Je veux pas les vendre, je veux pas qu'il y ait des panneaux sur mes parcelles. Et voilà, et donc on a
bon, on a mobilisé un peu tout le monde pour participer. Finalement, elle a été, je ne sais pas si c'est nos contributions à l'enquête publique, comme quoi c'est utile de contribuer aux enquêtes publiques, mais la parcelle a été retirée du document cadre. Donc c'est ce qui est passé pour Nespool, là, ce que disait Delphine. Voilà, donc ça c'est un peu ce qui, voilà, la loi Appert, un petit résumé. Ensuite, alors ce qui est intéressant, c'est de savoir qui sont les porteurs de projets. Alors, donc l'agrivoltaïsme. Alors l'agrivoltaïsme, comment c'est né ce truc? C'est un chercheur de l'INRA, Christian Dupraz, qui s'est mis à, voilà, il y a la loi, il va falloir faire de la surface, donc les surfaces agricoles c'est bien, on y va. Évidemment, il faut savoir par qui ont été financées ces recherches, c'est quand même intéressant. Quand on fouille un petit peu, on trouve des choses vraiment qui nous interloquent. En fait, les recherches de M. Dupraz, elles ont été financées par une entreprise qui s'appelle Sonagri, qui appartient à 80% au groupe Eiffage. Parce que les porteurs de projets, tu peux mettre la suivante, s'il te plaît, Michel. Il faut savoir que les porteurs de tous ces projets-là, ils viennent pas de nulle part. Alors, je vous laisse regarder un petit peu, je ne sais pas si vous voyez au fond, mais en fait, Eiffage, on voit les groupes du BTP, Eiffage Vinci, ce sont leurs filiales, on trouve Solarvia, notre petit délaissé autoroutier de Chausse-Neige, voilà, porté par Solarvia, qui est une filiale de Vinci. Donc, ensuite, le groupe Eiffage, Sonagri, en bas, et puis alors on a tout, en haut, on a des pétroliers, donc Total Energy, qui sévit pas mal dans le Lot. Pierre nous parlera peut-être de Tour de Fort. Voilà, et puis on voit Photosol, tiens, Photosol, c'est intéressant parce que Photosol, il fait partie du groupe. Photosol, c'est la centrale en service, là, actuelle. Il fait partie du groupe Ruby. Et qui sont les actionnaires du groupe Ruby? Il y a Dassault, la famille Dassault. Et puis il y a aussi, tiens, j'ai trouvé, par l'intermédiaire d'un autre truc, d'une boîte qu'ils ont montée exprès pour être actionnaire, il y a Bolloré. Bon, enfin voilà, c'est bon. Et puis alors du côté, il y a les géants, là, les multinationales de l'énergie, Boralex, un groupe canadien qui sévit pas mal aussi, Neonen, tout ça, voilà. Bon, voilà. C'est des gens qui aiment bien l'argent, j'imagine. Donc, Eiffage, il faut savoir que c'est les géants de la construction qui réalisent notamment des projets pour Bolloré en Afrique. Pour ça, vous savez peut-être. Alors Dupraz, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, il fait partie du lobby France Agrivoltaïsme. Bon, voilà. Donc les porteurs de projets, on a vu un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que la FNSEA, le syndicat agro-industriel, là, il est coprésidé, tiens, il est coprésidé, son coprésident fait partie du lobby France Agrivoltaïsme. Et lui, il est très très actif dans tout ce qui est mise en place de la gestion des champs via l'intelligence artificielle. Donc d'ailleurs, Sonagri poursuit ses recherches. Il dit, alors ça je vous le cite parce que c'est quand même pas mal, ainsi des capteurs installés sur le terrain mesurent de nombreux paramètres tels que l'humidité de l'air et du sol, la température, la lumière, la croissance des feuilles, etc. Le tout contrôlé à distance depuis des bureaux grâce à une série de capteurs et à l'intelligence artificielle. Alors là, on est un peu perplexe quand même parce que on met des panneaux solaires dans les champs pour produire de l'énergie décarbonée, parce que c'est le but au départ, et puis ensuite on met des robots pour consommer l'électricité produite. Voilà. Donc on a deux modèles quand même qui s'affrontent aujourd'hui de société. Alors on a l'autonomie paysanne d'un côté, et puis on a l'agriculture industrielle, ultra mécanisée de l'autre. Alors ensuite, est-ce qu'on a besoin de toutes ces terres agricoles? Franchement, l'ADEME a l'air de dire l'inverse. Il y a un rapport de l'ADEME de 2019 qui dit que la France possède un nombre de gisements potentiels de production sur grande toiture de 123 gigawatts, 49 gigawatts sur les friches industrielles, 4 sur les parkings. Donc si on additionne 123, 49 plus 4, on dépasse en fait l'objectif que s'est fixé l'État pour 2050, c'est-à-dire en photovoltaïque 100 gigawatts. Donc on se dit, mais pourquoi est-ce qu'ils viennent s'accaparer nos terres agricoles? On a un peu compris, on a vu qui ils étaient, on comprend un petit peu ce qu'il y a derrière.
Donc ensuite, l'agrivoltaïsme, pour eux, ça a l'air idéal, ça a l'air tout à fait favorable, on l'a vu, aux cultures, à l'animal. Donc, en fait, est-ce que c'est la suivante? Voilà, c'est ça. Bon, en fait, non, c'est pas si terrible que ça, quoi. Il y a plein d'effets délétères. Ça détourne la terre de son usage agricole. La terre, c'est quand même fait pour nourrir, donc ça s'oppose à la souveraineté alimentaire. Alors, ça nuit à l'autonomie du paysan. Je vais peut-être pas détailler, peut-être que tu pourras en parler après. Ou tout simplement les contrats attachent, ils sont pieds et poings liés avec les énergéticiens. C'est très très contraignant. Enfin, on a discuté un petit peu avec les gens qui mettaient leurs animaux sous les panneaux. Déjà, il faut changer le matériel agricole parce que c'est trop large, ça passe plus. Il y a plein de contraintes. Enfin bon, c'est pas l'idéal de cultiver entre des panneaux. Ça compromet au renouvellement des générations. Bah oui, forcément, parce que qui va s'installer, quels sont les jeunes qui vont s'installer maintenant pour cultiver réellement, alors qu'on peut mettre des panneaux sur les terres, on peut devenir énergéticien. L'augmentation du prix du foncier, ça c'est réel, ça fait flamber le prix du foncier, puisqu'il y a des gens qui rachètent des terres pour mettre des panneaux, qui peuvent les racheter très cher. Donc forcément, ça augmente le foncier agricole, donc voilà, c'est compliqué après de s'installer pour les jeunes, de racheter des terres. Les prestations des biens alentours, ça c'est... je crois que Noailles avait fait venir quand il y avait ce projet à Noailles, avait fait venir un agent immobilier qui disait à moins de 200 mètres, c'est moins 40% de la valeur du bien immobilier. Bon, plus on s'éloigne, après on passe à 30, après on passe à 20. Bon. Dégradation des paysages et du cadre de vie, ça, je ne vous apprends rien. Pollution sonore, parce que les onduleurs font beaucoup de bruit. Les transformateurs, n'en parlons pas. Et puis l'atteinte à la biodiversité. Voilà. Donc l'atteinte à la biodiversité, les rapports, ils sont nombreux. Je fais juste un petit résumé. Tu peux mettre là un truc sur... Ouais. Prendre la parole sur le côté... Ouais. Moi, je fais partie de la Confédération paysanne du Lot et je siège en CDPNAF, les commissions de préservation des espaces naturels et forestiers, où on voit passer tous ces dossiers. Donc revenir en fait sur vraiment le côté délétère pour l'agriculture, on le voit très clairement. Je pense que c'est dans les diapos d'après, mais le rapport entre ce qui est donné aux propriétaires et ce qu'un propriétaire pourrait prétendre, ce qui est donné par les industriels aux propriétaires et ce qu'un propriétaire peut attendre d'un fermage agricole, c'est 10 fois, 20 fois plus. Donc il y a une augmentation du prix du foncier par des gens qui peuvent acheter beaucoup plus cher. Du coup, ça enchérit le prix du foncier, ça bloque les accès. Et on voit, on a déjà eu plusieurs cas dans le Lot de personnes, peut-être de jeunes qui voulaient s'installer, qui n'ont pas osé faire préemption par rapport au montant des achats, alors qu'on peut faire des préemptions avec révision de prix. Mais donc ça bloque des gens. En Corrèze, il y a des jeunes qui devaient s'installer où la SAFER a attribué les terres à la foncière qui est montée par l'ancien président de la Chambre et de la SAFER. Après, on a aussi un phénomène de retraite photovoltaïque, entre guillemets, c'est-à-dire de personnes qui, vu les misérables retraites agricoles, quand on leur propose d'installer quelque chose, ils se disent je vais faire ma retraite. Donc ça veut dire que ces terres-là, en fait, elles ne sont pas mises à disposition de jeunes qui pourraient s'installer. Donc c'est un réel problème. La présidente de la SAFER du Lot
l'a reconnu en cession de champ d'agriculture, ça pose un réel problème d'accès au foncier. Après, le problème de l'agriculture, il est beaucoup plus vaste, parce que ça fait plus de 40 ans que l'agriculture est sacrifiée. Et donc là, en fait, les syndicats agricoles voient ça un peu comme l'énergie, comme un mirage pour faire sortir l'agriculture de la crise. Nous, on aimerait déjà simplement qu'ils commencent par lutter contre les accords de libre-échange. Il y en a un aujourd'hui, celui du Mercosur, pour demander des prix minimums d'entrée sur les territoires et de ne pas mettre en concurrence avec pas avec les pays en voie de développement, hein, c'est avec l'agro-industrie qui s'accapare les terres dans ces pays et qui a des effets aussi sur qui s'accapare les terres des populations autochtones là-bas, c'est ce qu'il faut dire. Voilà, donc les effets délétères sur la production agricole, on les voit très bien. Après, il y a autre chose aussi, c'est que les gens qui aujourd'hui choisissent le métier de paysan, c'est extrêmement difficile. Ils le choisissent par rapport à une qualité de vie, par rapport à une envie de faire quelque chose qui ait du sens, de nourrir les gens, de vivre dans la nature, de vivre dehors. Et bon, je ne crois pas que ce soit redonner du sens au métier de paysan que de travailler sous des panneaux en entendant juste le sifflement des onduleurs et plus le chant des oiseaux. Oh. Alors, ouais, c'est ça. On y est. Donc ouais. Donc, il s'agit bien d'une industrialisation des terres, hein, quoi qu'ils veulent nous faire croire. Ce sont des installations de nature industrielle, c'est incontestable. C'est des tonnes de métaux, de silice, d'aluminium, de zinc, de plomb, d'étain, d'indium, d'antimoine, etc. Des milliers d'ancrages béton, des kilomètres de voies d'accès, de clôtures grillagées, de lignes électriques enterrées, des postes de transformation, de livraison, des caméras de surveillance, des capteurs connectés. Même si on prétend qu'on puisse cultiver en dessous. Bon, alors là voilà, on s'interroge parce que la France, elle a une posture un peu schizophrène quand même, parce que d'un côté, elle se fixe dans le cadre de la loi climat et résilience de 2025 comme objectif d'ici 2050 zéro artificialisation nette, et de l'autre, on l'industrialise. Je vous laisse méditer là-dessus. Donc, les panneaux, est-ce qu'ils sont si écolos que ça? Je sais pas, ça, vous êtes un petit peu au courant quand même. Que bon, évidemment, ça entraîne l'extractivisme des minerais, argent, aluminium, cuivre, zinc, plomb, etc. La fabrication, elle est faite, maintenant on a tout, on a lâché la fabrication des panneaux en France, il y a quasiment plus d'entreprises qui les fabriquent. 100% ils viennent de Chine. Ils sont fabriqués à partir d'énergie carbonée, c'est-à-dire qu'on passe, pour le silicium notamment, le passage du quartz, là on voit un petit peu, au silicium monocristallin entraîne la consommation d'énormément d'énergie carbonée. Voilà. Donc, les grandes surfaces de panneaux aussi, c'est ça qu'on met en cause, c'est que la surface, elle impacte aussi. C'est la taille de ces installations qui participent au réchauffement climatique, notamment, puisque ça crée des îlots de chaleur. Il y a un effet miroir permanent, et les études scientifiques le prouvent, quoi. Il y a à peu près 4 degrés au-dessus dans les environs et au-dessus de la centrale par rapport aux zones extérieures à 200 mètres plus loin. Et donc il y a aussi un risque d'incendie parce que ça chauffe énormément. Ça monte en température, donc embrasement de la végétation l'été quand c'est sec. Il y a eu pas mal de centrales, il y a eu plusieurs centrales qui ont pris feu en Espagne cet été. Voilà, et puis ça fait ce truc de chaleur. Les parapentistes, ils utilisent en fait, ils cherchent les centrales pour s'élever
pas pour rien. Alors l'atteinte à la biodiversité, bon ben ça, le Conseil national de la protection de la nature, il a rédigé des rapports, on peut trouver, hein, ils sont disponibles, argumentés factuels sur les impacts écologiques. L'Office français de la biodiversité, voilà, aussi, ce qu'il dit. Donc là, je pense que tout a été prouvé. Donc après, se pose la question du démantèlement. Alors, le démantèlement, c'est une sacrée question, quoi. Alors les porteurs de projet disent la déconstruction du parc ne laisse pas d'empreinte biologique négative. Je sais pas, un peu de bon sens, on a du mal quand même à adhérer à ça. Moi je me demande si une dépollution totale est possible et combien d'années on pourra attendre pour que la terre soit de nouveau propre à l'agriculture. Qui prendra, et alors surtout le gros problème, c'est qui prendra en charge le démantèlement, hein, et la dépollution. Imaginons que les porteurs de projets soient plus solvables. Parce que 30 ans, c'est quand même des contrats qui sont signés sur des durées incroyablement longues. C'est entre 30 et 90 ans, un bail, entre un agriculteur et un énergéticien. Si dans 30 ans, le porteur de projet met la clé sous la porte, l'entreprise, alors on va se retrouver avec des friches industrielles partout. Voilà. Mais il n'aura jamais les moyens, le propriétaire, c'est pas possible. Il ne peut pas. Il ne pourra pas. Donc après, voilà. Donc nous, le Lot, on fait partie des départements sinistrés. On peut mettre la diapo suivante, Michel. Alors pourquoi le Lot est autant convoité? Parce que, tout simplement, les terres sont considérées comme pauvres. Il y a du soleil. Les terres sont pauvres, ça veut dire que l'impact agronomique des installations, ça se voit moins. Les rendements sont faibles au départ, donc il y a un impact, évidemment. Si on mettait une installation en Beauce sur un champ de blé, là, la baisse de rendement, elle serait plus spectaculaire. Voilà. Et donc, sur le département, il y a aussi une égalité des territoires, moi je dirais, face au phénomène d'accaparement des terres agricoles, parce que le positionnement des communautés de communes n'est pas le même partout. Bon, après, ils ont des avis seulement consultatifs, hein. C'est pas eux qui ont le dernier mot. Mais bon, et alors nous, on est sur une Comcom qui est quand même assez favorable, puisque en fait, dans sa charte solaire photovoltaïque au Val d'Or, elle a fixé la barre, donc elle est favorable au projet jusqu'à 20 hectares. 20 hectares, c'est pas mal quand même. Voilà. Donc ça veut dire que jusqu'à 20 hectares, elle peut émettre un avis favorable sur le projet. Et en plus, elle a dans le nouveau PLUIH, donc on a vu la zone NER de l'aéroport, eh bien elle a inscrit 22 zones NER. Alors dans les 22 zones NER, il y a 7 centrales qui sont déjà existantes et 15 centrales qui sont des projets, en projet. Voilà. Alors, à titre d'exemple, le Grand Figeac, il est un peu moins favorable. C'est pour ça que je parle d'inégalité sur le département. Le Grand Figeac, lui, il a limité à 8 hectares. Il n'est pas favorable au-dessus de 8 hectares. Et en plus, là, il y a une bonne nouvelle, il vient d'émettre un avis défavorable, qui a été suivi par la commune de Durban, par le PNR des Causes du Quercy, pour un projet de 16 hectares qui est porté par Total Énergie, donc sur la commune de Durban. Alors, ces arguments, c'est surface trop importante, impact sur un réservoir de biodiversité, proximité avec d'autres parcs photovoltaïques. Donc, il y a un peu de bon sens, hein, quand même, parfois. Enfin, là, on est bien content. Voilà. Après, donc, il y a des inégalités entre les communes elles-mêmes aussi, puisque le maire nous a annoncé l'autre jour que Cressensac-Sarrazac porterait 15% des surfaces des installations du département. Alors, on a fait un petit calcul. La surface de Cressensac-Sarrazac c'est rapporté au département, c'est 0,79% de la surface du département. Alors pourquoi on porterait 15%? Répartissons-nous les efforts. Voilà, donc après il y a des modèles un petit peu plus vertueux dans le Lot. Il y a des petits parcs solaires citoyens développés par Céléwatt, notamment dans la vallée du Célé. Il y en a un à Bringues, un à Caraillac. Alors ça sont des projets qui sont de taille
pour la dimension humaine, on peut dire. Je crois que c'est 1 hectare, quelque chose comme ça, et qui sont gérés par des coopératives de citoyens. C'est-à-dire que c'est les citoyens qui ont décidé de prendre en main la question de la transition énergétique. Ils se sont dit, on va faire, voilà, à l'échelle de notre commune. Donc ils ont fait des coopératives de citoyens. Il y a une gouvernance locale, voilà, ils gèrent tout, et ils revendent l'énergie, pas à Google, comme M. Énergie Compteur me dit l'autre jour, mais à Enercop, qui ne fait que de l'énergie LED, quand même, un peu plus, voilà, respectueuse de l'environnement. Alors, après, donc on va faire un bref topo sur les communes voisines, parce que quand même, les frontières sont poreuses, hein, et puis, comme je vous ai dit, on a des agriculteurs sur une commune qui font un parc sur l'autre, sur la commune voisine, enfin, tout ça, et quand même, les frontières, là, elles passent, voilà, on passe au-dessus. Donc, alors, la Chapelle-aux-Acs, bon, la Chapelle-aux-Acs, c'est vraiment, alors, c'est le voisin qui est le mauvais élève. Il est vraiment mauvais élève. La Chapelle-aux-Acs, qui sont à fond, là. Ils ont déjà 2 centrales existantes, Massoubro et celle qui est juste au-dessus, je ne sais plus le nom, on ne voit pas le nom du hameau, et Combe-Nègre, je crois que c'est ça, Massoubro et Combe-Nègre. Alors là, ils ont déforesté, mais ça, moi, ça m'a fait vraiment peine, c'était incroyable. Il y avait des arbres magnifiques, enfin, ils ont déforesté toute la partie Combe-Nègre, là, ça a été un carnage. Bon, mais là, il n'y avait pas encore la loi APER, ils sont passés avant. Donc là, la déforestation, elle est un peu plus contrôlée quand même, le défrichement. Donc ça, c'est en fonctionnement parce que c'est jaune, comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, on a 2 projets. Alors justement, on retrouve notre petite énergie compteur. Ils sont partout. Ouais, quand on est dans une commune, on essaie d'aller dans la commune voisine aussi. Donc là, à côté du Castanet, à droite, là, au Battu, voilà, là, on a 3 agriculteurs, 27 hectares, élevage ovin et bovin, je crois qu'il y a les 2. Et à gauche, voilà un petit délaissé autoroutier de 8 hectares, c'est pas mal. Ça, c'est Vinci, Solarvia, je vous ai dit, tout le long de la 20. Voilà, ça. Et puis après, il y a en haut, là, à Maison Rouge. Alors, il y a un petit parc, moi j'appelle ça un petit parc vertueux, le petit en jaune, c'est énergie, c'est sur les pneus Le Goff, donc ça c'est bien, c'est une friche industrielle. Là, moi, je dis, ok. Enercop qui a fait un tout petit parc, là. Mais après, du coup, ça a attiré un autre, là. Et puis, il y a un truc qui s'est collé à côté, qui est aussi, je sais pas, bon. Aussi sur le Goff, sur une partie. Enfin, je sais pas trop, mais bon, voilà. Donc ça, c'est la Chapelle-aux-Acs. Donc tout ça, c'est permis de construire accordé en vert, là. Hein. Ça y est, là, ils sont... Juste sur le projet à la Chapelle-aux-Acs, sur les hauteurs dont tu parlais, où il y a eu 18 hectares de chênes et de châtaigniers qui ont été coupés, je rappelle que le permis de construire a été obtenu par l'énergéticien malgré 2 avis défavorables de l'ADEME. Voilà. C'est bien de noter. Parce que c'est la région via l'ADEME qui doit rendre un certificat écologique ou pas de l'implantation. 2 énergéticiens sont cassés le nez d'abord sur ce projet de la Chapelle-aux-Acs et à chaque fois l'ADEME a rendu un avis défavorable et ça existe quand même. C'est la préfète qui a le dernier mot. Alors en parlant de projet, il faudrait donner la parole au monsieur qui parlait du projet sur les schools. Je vais juste finir. Là, il y a un projet qui vient de sortir au Vignon en Quercy. Alors voilà, ça c'est intéressant parce que c'est vraiment l'exemple type. C'est un agriculteur de Cré-Saint-Sac et donc qui a signé là, qui va donc faire ce projet. C'est aussi de l'élevage ovin. C'est donc toujours de l'agrivoltaïsme et c'est porté par Photosol. Et c'est à 4 km à vol d'oiseau de la centrale de Péchayat, la centrale en service de Cré-Saint-Sac. Combien vous dites? À vol d'oiseau, c'est à 4 km à peu près, non? Ouais, moi j'ai regardé, j'ai pris l'échelle, oui, à peu près à 4 km, à vol d'oiseau. Hein. Peut-être. Ouais. C'est plus loin que ça. À vol d'oiseau, moi j'ai pris... je connais, mais le propriétaire. Vous le connaissez, j'ai pris la carte Énergie Compteur, là, et... Énergie Compteur, excusez-moi.
J'ai pris la carte de Covaldor et puis j'ai reporté l'échelle. J'ai vu à peu près. Bon. Moi, c'est Photosol. Ils avaient tourné le Photosol et puis un peu de... Eh ben oui, c'est Photosol. Regardez, c'est marqué Photosol. Il y a combien d'hectares? Il y a 11 hectares 8. 11 hectares 8. Sur 2 zones. Vous voyez? Il y a 2 petites zones. Voilà. Bon, on passe vite. Voilà. Monsieur, est-ce que vous voulez nous parler du projet de Nespool? C'est juste un petit projet d'un hectare 3 pour 2300 mètres de panneaux photovoltaïques un peu au milieu du village de Réjean. Voilà, là c'est tout près des habitations, c'est ça. Notre souci, enfin mon souci, c'est à mon avis, il y a une grande parcelle de terrain de 4, 5, 6 hectares à côté, est-ce que ça ne va pas déborder par la suite? Quel est l'énergéticien? Girasol. Alors c'est un cas de figure différent parce que c'est l'énergéticien qui a acheté le terrain et qui installe les panneaux. Oui, mais c'est inférieur à 2 hectares, donc ça se retrouve comme à Varès, en Corrèze. Et donc, en fait, ça n'est pas soumis à permis de construire. Pardon, c'est pas soumis à permis de construire, c'est juste soumis à DP. Donc, du coup, ça veut dire que c'est encore plus opaque. Ça veut dire que, en fait, les élus, comme dans beaucoup de cas, sont partis pris. Et on ne sait qu'une fois que le projet est complètement validé, il va être là. Donc, dans votre cas, je ne sais pas s'il y a un recours qui peut être fait au TA tout de suite. Mais sinon, je vous invite tous, quand vous voyez ce genre de projets qui vont fleurir devant votre porte, à faire un télérecours citoyen dès que vous l'apprenez. C'est complètement gratuit, mais ça fige la situation, c'est-à-dire que ça bloque le temps que vous ayez connaissance de tous les documents et que vous puissiez vous apercevoir effectivement qu'il y a un certain nombre j'ai envie de dire le mot magouille, et notamment, voilà, beaucoup qui sont au conseil municipal, c'est le cas dans beaucoup de cas. On est peut-être un peu naïf, mais on l'a appris en... moi je suis peut-être un peu naïf, mais je l'ai appris quand j'ai vu le panneau, quoi. Est-ce que vous avez déjà... Enfin, je viendrai voir tout à l'heure, mais est-ce que vous avez d'ores et déjà bloqué? Non. Et le panneau, il est depuis combien de temps? Il a déposé le 23 avril ou 23 mai. Ah, il y a 2 mois. Oui, mais... Oui, mais bon, en fait, les élus vont être problème, quoi, c'est clair. Faut faire un recours quand même, et un tribunal administratif. Nous, dans le cas, par exemple, de Varès, on a eu connaissance du document, on a relevé 21 infractions, j'ai bien dit 21, c'est-à-dire à savoir qu'ils avaient fait un chemin d'accès qui n'existait pas sur une parcelle d'un propriétaire qui était complètement ignorant de la situation. Ils avaient fait transformer le terrain qui était agricole en partie urbanisé pour pouvoir mettre le poste de transformation. Il y a un certain nombre d'éléments qui font qu'on peut se battre. Et je vais donner comme exemple le cas de Marjorie qui est sur la Haute-Vienne, qui a obtenu de faire tomber plus de 150 hectares parce qu'il y avait des conflits d'intérêts, donc notamment avec la Comcom. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'une fois qu'on a les documents qui ont été donnés soit pour la déclaration préalable, soit pour le permis de construire, pardonnez-moi, eh bien, dans 99% des cas, il y a des éléments qui sont faux, falsifiés, et qui ont été portés à la connaissance des membres de la CDP9 pour prendre une décision s'agissant de la déclaration ou du permis de construire, et qui relève de la falsification. Ce qu'il faut là maintenant très rapidement, c'est que les gens comprennent qu'effectivement dans ce genre de projet, on va dire, il faut essayer de retarder un maximum le temps qu'on passe à une autre alternative. Donc reculer, repousser ce genre de projet le plus longtemps possible pour pouvoir se débarrasser un peu des énergéticiens qui sont quand même très présents sur le territoire et qui font effectivement de la surenchère sur les terres, sur les locations, ils promettent monts et merveilles, et à l'arrivée, il y a souvent beaucoup de déçus, mais ça,
des agriculteurs qui se voient aussi floués et parce que effectivement la situation est compliquée pour eux, qui sont obligés aussi de se retirer. Dans le nombre de cas, nous on vient d'obtenir sur 7 agriculteurs, il y en a quand même 5 qui se sont dédiés sur une partie en Corrèze, ce qui a fait chuter le nombre d'hectares pouvant accueillir des panneaux. Et ce qui a fait que l'énergéticien lui-même dise que ce n'était pas rentable pour lui et renonce au projet. Donc c'est quand même assez important de le noter. J'ai envie de dire que c'est une lutte de tous les jours et que même en luttant tous les jours, je pense que voilà, plus on est nombreux et plus on en parle. Nous, il y a encore quelques mois de ça, on était complètement étrangers à ce qu'était l'agrivoltaïsme et les panneaux photovoltaïques au sol. Il faut quand même alerter la population, alerter les gens. Je sais, ça coûte du temps, de l'investissement, mais indiquer qu'effectivement, tout ce qu'on veut faire passer pour vert n'est pas si vert, c'est quand même assez important. C'est quand même assez important. Parce que dans ce qu'on voyait là, les énergéticiens, il faut quand même savoir que ce sont les plus gros pollueurs de la planète. C'est quand même les plus gros pollueurs de la planète, genre Total Energy, Vinci, FH, etc., qui veulent redorer un peu leur étiquette en disant on va faire de l'énergie verte et comme ça en fait on verra plus qu'on est en train de polluer 10 fois plus de l'autre côté, ça se connaîtra pas parce qu'on verra qu'effectivement on a fait beaucoup d'efforts. Sauf que les efforts ils vont souvent que dans un seul sens et que c'est souvent au détriment des ruraux, j'ai envie de dire ça comme ça, des ruraux, parce que c'est nous dans nos campagnes qui sommes pénalisés et pas l'inverse. Voilà. Pour la parcelle de Gascoul, donc il est question, il a été demandé, Girasol a demandé un permis de construire pour 1 hectare et quelques, 1 hectare,2. Donc apparemment il y a eu nécessité de demander un permis de construire. C'était pas une déclaration de travaux? Je l'ai, non, c'est permis de construire. J'ai le texte, là, le numéro du permis de construire. Ah oui. Et il y a eu une interprétation? Il n'y a rien eu. Parce que s'il y a dépôt de permis de construire, il y a une enquête publique, les riverains sont informés. Là, visiblement, voilà. J'ai le texte du permis de construire, personne n'a été informé, ni avant, ni pendant, ni après. Et en fait, en dessous d'une certaine superficie, il n'y a pas d'obligation d'étude environnementale. Donc, parce que l'enquête publique, en fait, elle est liée aux demandes environnementales. Donc, en fait, je pense que c'est dans ce cadre-là que le projet ne donne pas lieu à l'enquête publique. Ok, il y a eu quand même nécessité d'obtenir un permis de construire. Oui, permis. Si je peux, du coup, c'est très, en fait, si on veut développer une autre vision de développement de l'énergie par rapport à nos besoins, etc., et surveiller ces projets et s'opposer à ces projets, il y a tout un stade, quoi, en fait. Il y a, a priori, en amont, la concertation publique, et donc c'est la réunion publique qu'il y a eu la dernière fois avec Énergie Compteur. Ça, c'est ce que la mairie est considérée comme une concertation publique. Donc ça, c'est avant qu'il y ait un dossier de permis déjà qui soit déposé. Donc c'est une des premières alertes. Ensuite, il y a le dépôt de permis. Donc du coup, celui-là, il est posé en mairie. Normalement, la mairie doit afficher les dépôts de permis. Elle doit afficher quand le permis est accordé, mais elle doit afficher les dépôts. Donc ça aussi, il faut regarder ce qui se passe. Et si la commune ne fait pas son travail, lui dire, vous devez le faire. Et du coup, ça permet, à partir de ce moment-là, de se mobiliser par rapport à l'enquête publique, par rapport aux porteurs de projets, etc. etc. Et après, donc bien surveiller aussi les sites des enquêtes publiques. C'est le travail de vigilance qu'on fait, parce que ça permet d'avoir tous les éléments du dossier à ce moment-là.
et d'alerter avant que le permis soit signé. Parce que si on peut faire tomber les choses avant que le permis soit signé, on n'a pas besoin d'aller dans les recours juridiques. Donc, tout ce qu'on peut mener comme action pour faire les projets avant, c'est mieux. Après, si on n'y arrive pas, il faut aller dans les recours juridiques. Donc les recours juridiques, en fait, il y a deux recours. Il y a le recours gracieux. Ça permet de gagner du temps, en fait. En général, évidemment, l'administration ne répond pas, donc ça vaut un rejet implicite. Elle a 2 mois pour répondre. Si au bout de 2 mois, elle n'a pas répondu, ça veut dire que c'est rejeté. Mais ça prolonge de 2 mois la possibilité de déposer un recours contentieux, c'est-à-dire au tribunal. Voilà. Donc il faut surveiller toutes ces choses-là pour pouvoir agir. Quand on voit le permis affiché, qui est affiché depuis plus de 2 mois, c'est raté par rapport à ces procédures au tribunal administratif. Après, il faut montrer d'autres possibles infractions et attaquer sur d'autres sujets. Voilà. Il me semble que quand on demande un permis de construire, l'avis consultatif de la mairie est demandé en premier lieu. Et là, je n'arrive pas à avoir l'information. Effectivement, c'est un des points que j'ai oublié tout dans le point de la procédure, c'est qu'à un moment donné, la commune, d'ailleurs c'est le maire qui a le pouvoir de décision de ce qui est urbanisme. Si il fait son travail de manière démocratique, il consulte le conseil municipal. Mais il n'y est pas obligé. À l'Albec, la décision s'est prise en bureau, entre guillemets, entre les adjoints, et voilà. Et la décision, elle est signée par le maire. Point. À Varès, elle a été réputée favorable, c'est-à-dire qu'elle n'a donné... Pardon. Sur la commune de Varès, la mairesse de Varès n'a donné aucun élément, c'est-à-dire qu'elle a été réputée favorable. C'est-à-dire que ni elle a dit qu'elle était favorable, donc quand on l'a rencontrée, elle nous a dit « j'en ai entendu parler, mais je suis en situation… » Alors j'ai dit oui, clairement de prise illégale d'intérêt, étant donné que votre premier adjoint, c'est celui qui est le porteur de projet. Donc, vous avez compris. Les DP se signaient sur le bureau et par monsieur le premier adjoint directement, sans que madame le maire soit au courant. Et donc, elle a été réputée favorable. Donc, c'est une des infractions, effectivement, qu'on a relevées pour le tribunal administratif, parce qu'on est passé par les mêmes étapes, c'est-à-dire en première instance, les recours gracieux, puis après, le tribunal administratif. Et là, on est en plein dans la décision du tribunal administratif. Il s'avère que là, si la mairie n'a pas donné son avis, dans le cas de Nespoul ou Bréjade, ça peut être un avis aussi qui est réputé favorable. Si c'est le cas, on pourra attaquer. Pour Nespoul, il y a d'autres projets. Il y a bien sûr les projets internes d'emprise de l'aéroport, pour lesquels on a des informations quelque peu contradictoires. Il y avait tout à fait attenante à l'emprise de l'aéroport un autre projet d'environ 7 hectares qui détruisait une zone boisier. Là, c'est suspendu, on dit que c'est annulé, moi je dis que c'est suspendu, et on reste très inquiet pour cette zone-là. Voilà, c'était. Et il y avait également un autre projet d'agrivoltaïsme quelque part. Et dans le suivi de tous ces projets, c'est aussi important de suivre ce qui se passe dans les conseils municipaux. Donc, normalement, l'ordre du jour du conseil municipal doit être affiché 5 jours avant. On peut demander aux communes que ce soit bien fait, après ça peut être diffusé par d'autres outils. Et quand on a des communes où on a un habitat très dispersé, on peut aussi demander aux élus de mettre des panneaux d'affichage dans les hameaux pour ne pas être obligé d'aller devant la mairie, surtout quand on est une commune regroupée de plusieurs communes. Ça peut avoir du sens d'avoir plusieurs panneaux d'affichage pour permettre aux gens d'être alertés. Parce que si on est vigilant là-dessus, on peut aller discuter avec les conseillers municipaux avant le conseil municipal pour que la décision... Oui, il va être très difficile d'avoir accès aux informations.
Nous sommes plusieurs à avoir demandé la carte ENR. La carte ENR de la commune de Lescourt sans succès. On a eu un tas de documents qui concernaient l'autoroute, les délaissés de l'autoroute, et il est absolument impossible jusqu'à aujourd'hui d'obtenir donc cette carte des terrains réputés. Du zonage, tu veux dire, oui. Oui. Alors, ce qu'on a vu pour Cobalt d'Or, là, c'est forcément le maire est obligé de. Et sur le site de la communauté de communes, parce que nous, on trouve ce qu'ils appellent ces règles directrices, c'est que cette carte, on a vu au début, là, avec la zone linéaire, que nous, on a colorié là pour montrer nos projets, elle est publiée sur le site de Cobalt d'Or, de la communauté de communes. Alors, elle est difficile à trouver, excuse-moi, elle est difficile à trouver, parce que c'est un peu caché, mais voilà, ça s'appelle règlement écrit du PLU. On a réussi à trouver des informations sur le site de la préfecture en demandant quelles sont les zones ENR de la Corrèze. Effectivement, on obtient des réponses en cliquant, on a le statut, mais à partir de la commune, d'abord il n'y a aucune information préalable. Et même après, même une fois les choses décidées, puisqu'apparemment ce PLU a été accordé, il est impossible d'avoir la moindre trace de ce qui peut être zone ENR dans la commune ou de ce qui ne peut pas l'être. Est-ce qu'il y a déjà des zones, parce que nous, le PLU, il est tout neuf, quoi. Donc est-ce qu'il y a déjà des zones, je sais que c'est pas LER, c'est ENR, il y a déjà dans l'ancien PLU, il date de quand votre PLU? Il y a déjà des zones ENR chez vous? Alors, nous, on a le PLU qui est en cours et qui est sur Noailles, mais sur on va dire sur les communes qui jouxtent Noailles, on a un certain nombre d'éléments, donc notamment par Intramuros, etc. Donc on pourra peut-être les obtenir. Et ça, il faudra que je vois avec eux aussi, effectivement. Oui. Donc, on arrive à en obtenir un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut se créer vraiment un réseau et avoir des personnes qui sont de confiance pour pouvoir obtenir ces documents, ça c'est certain, sinon c'est l'opacité la plus totale. Et puis ce qu'il faut rappeler quand même, c'est que d'assister au conseil, enfin franchement, moi j'étais complètement étrangère au conseil municipal. Mon premier conseil municipal, je l'ai fait parce qu'on a appris qu'on avait 30 hectares de panneaux solaires qui allaient être mis tout autour de chez nous. Mais enfin voilà, je suis comme vous et j'assiste maintenant tous les mois. C'est vraiment voilà, j'ai pas d'autre choix pour être alertée que d'être présente au conseil municipal. Alors on essaie de se relayer parce que c'est vrai que c'est un peu lourd quand on a des activités, etc. Mais il faut qu'il y ait forcément quelqu'un du collectif qui soit présent. Et voilà, et enregistrer, parce que c'est pour du temps. Alors, on va conclure notre petit exposé pour pouvoir. Après, on fera un débat. Après, on a un peu de temps pour discuter, justement. Juste en 2 mots, bon, ça, vous avez eu le temps de le lire. Du coup, c'était pour voir un petit peu la répartition des profits. Voilà. Et puis comparer avec ce que gagnait l'électricien, la revente d'électricité, comparé à la marge de la production agricole, c'est assez impressionnant. Sinon, pour finir, oui, vous savez qu'en France, on produit plus d'énergie qu'on en consomme, vous le savez, et que le prix d'achat, donc, c'est un prix garanti que EDF rachète aux énergéticiens. Donc eux, c'est un prix fixe, ils sont tranquilles. Et EDF, lui, il revend à perte derrière, notamment à l'étranger. Donc malgré, alors le développement, c'est vrai, on parle beaucoup du développement des usages de l'électricité, notamment l'IA, qui s'apprête à consommer beaucoup, nous dit-on. En fait, la France devrait être encore en surproduction pendant 20 ans. L'historien des techniques, Jean-Baptiste Fressos, nous dit des choses très intéressantes aussi. Il nous dit que depuis la révolution industrielle, en fait, il n'y a jamais eu substitution d'une énergie par une autre, mais toujours accumulation d'énergie primaire.
Donc ça veut dire que là, ben, on a du nucléaire, mais on rajoute autre chose, on ne remplace pas, en fait. Voilà, parce que c'est intéressant financièrement, j'imagine. On est dans une logique de consommer toujours plus. Voilà, produire plus pour consommer toujours plus. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'une grande partie de l'énergie produite par le photovoltaïque est destinée, vous le savez peut-être, aux GAFAM. D'ailleurs, Énergie Comptor, il nous a dit l'autre jour qu'il allait revendre soit à Google, soit à ArcelorMittal. Donc, les data centers, ils consomment beaucoup d'énergie verte. Ils aiment l'énergie verte. Je ne sais pas, c'est peut-être pour redorer leur image aussi, se donner une image un peu écolo. Donc leur croissance, en fait, qui va suivre le développement de l'IA, ça on s'en doute. Mais après on peut se demander ce qu'on stocke, est-ce qu'on a besoin de tout ce stockage? Et en fait, on apprend que dans les data centers, les données, elles se répartissent entre un tiers de pornographie, un tiers de publicité et un tiers pour les entreprises. Donc, moi je voudrais terminer en posant la question des usages, des réels besoins. Voilà. Si on se dit on va produire uniquement réellement ce dont on a besoin, et on ne va pas produire des choses qui sont superflues ou qui sont inutiles, je pose la question, voilà, est-ce qu'on pourra encore soutenir longtemps la vision d'une transition écologique allant vers une société de surconsommation ultra connectée? Quels sont ça, tout ça, vers où va tout? Voilà, est-ce qu'on peut envisager des modes de production et de consommation basés sur l'efficacité et la sobriété? Et puis alors moi je pense que c'est important que les habitants ils s'accaparent aussi ce problème en fait, cette question de la production d'électricité, de la consommation d'électricité. Voilà, on a aussi notre mot à dire, après tout, sur dans quelle société on veut vivre. Moi je pense que ça devrait être l'objet de concertation citoyenne, d'assemblée populaire. Est-ce que, voilà, on pourrait pas aussi se saisir, un peu comme, bon alors, je vous ai donné l'exemple de coopératives citoyennes, là, de petites centrales sur Brenne et sur Calérac. Ils sont pas encore au stade de l'autoproduction, mais pourquoi est-ce qu'on pourrait pas réfléchir à l'échelle d'une commune d'autoproduire avec le solaire, sur une petite surface, notre production d'énergie, voilà, de produire l'énergie dont on a besoin sur la commune. Circuit court, on ne serait pas obligé de faire des tranchées, parce que ça on l'a pas dit non plus, mais Énergie Comptor se raccorde à Fer Rouge. Vous voyez la distance un petit peu? Ça veut dire que ce raccordement, il coûte raccorder une centrale, parce que des postes sources, il n'y en a pas assez. C'est pas prévu pour, en fait, l'équipement des départements postes sources n'est pas prévu pour ce nombre d'installations, cette surface d'installation. Donc en fait, on est obligé d'aller se raccorder sur des postes sources qui sont très loin. On fait 30, jusqu'à 35 km pour se raccorder. À Noailles, ils voulaient se raccorder à Fer Rouge aussi, on était à 35 km. Là, sachant que Bourrès, ouais, est saturé. Les deux dernières voilà. Ouais. Autorisées ne peuvent pas s'y raccorder. Ouais. Et donc en fait là, on est à un coût pour le raccordement qui est entre 120 000 et 150 000 euros le kilomètre. Donc voilà, pour aller on va se raccorder du Colombier jusqu'à Borès là-bas, enfin la Chapelle-aux-Zac. Fer Rouge, il est juste avant, sur la route de Borès, juste avant la Chapelle-aux-Zac. Alors là, il est saturé, visiblement. Le monsieur nous l'a dit, Énergie Comptor. Il nous a dit qu'il ne savait pas comment faire. Parce que comme ils en ont deux, ils ont celui, Énergie Comptor, ils ont celui du Colombier. C'est ça qu'ils ont celui de la Chapelle-aux-Zac. Et ben, ils se demandent, ils ne savent pas comment raccorder. En fait, ils font des projets, mais là, actuellement, ils ne savent pas comment raccorder les projets. Alors après, il y en a qui ont des idées là-dessus. Par rapport à ça, nous, ça y est, les énergéticiens commencent déjà à démarcher les agriculteurs pour pouvoir venir installer sur leur terre des postes de transformation. Donc ça va être aussi, ça va être la prochaine étape, c'est-à-dire que si on n'a pas un parc agrivoltaïque ou photovoltaïque au sol, eh
bien, on aura peut-être un poste de transformation sur lequel on ira brancher tous les parcs qui sont tout autour. Oui, du coup, il y a une diapo derrière. En fait, Caroline parlait des besoins. En fait, de quoi a-t-on besoin? On a présenté le chiffre tout à l'heure des besoins des 100 mégawatts au niveau national. Mais en fait, si on fait un calcul et qu'on rapporte ça à la commune, donc les chiffres qui sont donnés par le département du Lot, par l'État dans le Lot, ça, pour atteindre les objectifs en 2030, il faut en moyenne 3500 mètres carrés de panneaux par commune. 1,5 hectare en 2050. Alors peut-être que Sarrazac, Cressensac-Sarrazac, comme c'est une commune groupée, ça ferait un peu plus, mais ça, admettons qu'on double, ça ferait 3 hectares de panneaux à mettre en place d'ici 2050 pour répondre aux objectifs. Donc à mettre en comparaison de toutes les surfaces de projets qui sont là, voilà ce dont on a besoin pour la commune. Donc est-ce qu'on n'est pas capable collectivement de trouver des endroits pour faire ça sans avoir besoin de passer par les multinationales qui c'est pas qu'elles se verdissent, c'est que plénitude, là, parce que c'est toujours des jolis mots, hein, c'est light energy, énergie verte, plénitude, c'est super. Alors il y a Eni dedans. Eni, c'est le Total italien qui est responsable d'écocides liés à l'exploitation du pétrole au Nigeria, etc., etc. Et donc, quand ils ont présenté le projet à l'Albinc, ils ont dit plénitude, c'est le truc énergie verte, ça n'a rien à voir avec Eni, c'est totalement indépendant, etc. Sauf que plénitude est une filiale contrôlée à 100% par Eni, qui ajoute, qui consolide son bilan carbone avec le bilan de plénitude. C'est-à-dire que les trucs qu'elle dit économiser là, elle les rajoute pour pouvoir continuer à exploiter du pétrole. Voilà. C'est la même chose pour Total Energy. C'est la même chose pour tous. C'est la même chose pour tous. Et Contor, il n'est peut-être pas lié à une multinationale du pétrole, mais il revend ses certificats d'une manière ou d'une autre à GAFAM, à je ne sais pas qui, enfin, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, cette question. Alors, il y a cette histoire de raccordement. À l'Albinc, aujourd'hui, bon, déjà, il y a cette histoire de raccordement qui fait que ça passe par des grosses lignes, par les gros postes sources, etc. Alors que si on fait des petites installations qui s'inscrivent dans le courant, il part dans le réseau sans demander d'infrastructures supplémentaires, parce que ça coûte. Soi-disant, ils en payent une quote-part, mais je ne sais pas quelle est la quote-part qu'ils payent et quelle subvention ils reçoivent. C'est-à-dire que c'est nous, au final, c'est nous tous qui payons à travers le prix de l'énergie, à travers nos impôts, pour permettre ces infrastructures dont, en fait, on n'a pas besoin. Alors, je voulais dire que la Confédération paysanne du Lot se mobilise sur cette question, et qu'elle a notamment lancé 2 recours juridiques, un contre le document cadre et un contre le PLUIH de Corval-d'Or, pour dénoncer toutes les zones naturelles à vocation énergétique. Pour nous, on ne veut pas, il n'y a pas besoin, on va le dire comme ça, il n'y a pas besoin de mettre des panneaux sur les terres naturelles, agricoles et forestières. Elles ont plein d'utilités pour la production agricole, pour la résilience par rapport au changement climatique,
pour la régulation de l'eau. Hein, l'eau, c'est pas un problème. Et quand on vous dit qu'une centrale, à la fin, on va pouvoir régénérer, quand vous avez passé la casseuse, comme c'est passé à Cuisse, là, on n'a pas les photos, là. Quand vous avez passé... Alors, ça c'est... Voilà, ça c'est... voilà, ça c'est... je n'ai pas parlé, mais... en fait, les projets, ils sont tous montés de la même manière. Tous. On prend un gros truc, on fait... Parce qu'il faut répondre à la loi qui dit qu'il faut éviter, réduire, compenser. Donc, on prend un gros truc en sachant très bien qu'on va en enlever la moitié. Donc, on va éviter les endroits avec les enjeux environnementaux les plus importants. On va réduire en enlevant la parcelle qui est cultivée ou en enlevant le bout de la piste de l'aéroport pour des questions de sécurité. Et hop, on a gagné. On n'a plus besoin de compenser. En fait, si, ça c'est à Cuisse, c'est donc dans la montagne de Lure, la montagne de Juno, c'est la première centrale qui a été faite. Donc on voit la centrale au fond, on voit le chemin. Donc là, ça a été bien tout castiné, pas tout passé à la casseuse. Et alors, je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit tas de cailloux à côté là. Ça, c'est la compensation. Ça, c'est le petit tas de cailloux qui va permettre aux osselets d'hiverner. Et hop, c'est gagné. On a le projet. Et alors, on peut voir la mare. Voilà. Et ça, c'est la zone humide. Parce que quand même, il y avait quelques crapauds. Alors, il y avait une petite combe où l'eau s'écoulait et où c'était plus humide qu'ailleurs. En fait, le chemin, il passe devant un beau chemin de castine bien damé. Donc de l'autre côté, ils ont fait un petit point d'eau quand même pour garder les espèces. Quoi. Et Pierre, tu pourrais dire pour combien d'hectares tout ça? Voilà, c'était pour dire là, le chemin. C'est nous à Tour de Fort. Le COS, c'est un... je sais pas comment on dit ça. C'est les pelouses lapiazées. C'est du calcaire les bandes sont perpendiculaires en fait au sol. Elles sont érodées et ça fait un peu comme des rangées de molaires de géants, quoi. Donc c'est évident que là, ils ne peuvent pas installer des panneaux sans faire passer la casseuse, sans tout défoncer. Donc le sol qui a mis des centaines d'années à se constituer, il ne faut pas rêver, il mettra des centaines d'années à se reconstituer derrière. Une fois qu'on aura enlevé la centrale, il ne repoussera rien avant des centaines d'années. Donc la montagne de Lure, on va en parler en deux mots, hein, ils sont envahis. Alors, voilà, il y a eu un premier... Alors, le contexte, il est très différent par rapport à chez nous, politiquement. Et aussi au niveau du parc naturel, parce que le parc naturel des Causses du Quercy donne un avis défavorable à tous ces projets, il a une position très claire là-dessus. Le département du Lot aussi a une position assez claire. Là-bas, le parc naturel du Luberon, il est favorable au projet. Donc ça y va à plein pot, quoi. Donc là, le projet qu'on voit là, c'est le deuxième qui est sorti, c'est le projet de Cuisse. Il y avait un premier projet de 200 hectares dans les mets qui est sorti sans qu'il y ait aucune opposition. Combien 1000 hectares? Et oui, il y a la carte là-bas, la carte du Lot à côté, mais on est dans les mêmes situations en fait. On est dans des zones qui sont très ensoleillées, où il y a peu de nuages par rapport à d'autres zones. On est dans des zones où l'activité agricole, il n'y a pas de gros revenus, hein. On est dans des zones d'élevage extensif, de choses comme ça, où le terrain coûte pas cher. On est aussi dans des zones où il y a une faible population, donc arriver à mobiliser des gens en masse est plus compliqué.
Donc tout ça, c'est des choses très, très favorables pour qu'ils puissent faire passer ce type de projet. Mais il y a quand même des Caroline, des Sylvie et d'autres qui s'opposent à ces projets. Il faut quand même bouger les choses, parce qu'il faut savoir qu'à Cruis, la centrale elle est en fonctionnement aujourd'hui, mais ils ont gagné le procès en appel sur les questions de dérogation d'espèces protégées, parce que, sur le côté évité, parce qu'ils n'avaient pas recherché de sites ayant moins d'impact écologique. Donc aujourd'hui, ils ont gagné. Boralex se pourvoit en cassation, mais s'ils perdent en cassation, et la cassation c'est pas sur le fond, c'est plus sur des histoires de forme, et ben ça doit être démonté, quoi. Elle est réputée illégale aujourd'hui. Voilà. Mais n'empêche que EDF achète quand même de l'électricité illégale. Un joli livre sur l'URP qui s'appelle Les Marchands de Soleil. C'est le combat d'une femme, justement, d'une 60aine d'années, qui s'est battue, qui continue de se battre pour Cruis et les autres centrales à côté. Que répondez-vous à ceux qui disent que la production électrique, même si elle est excédentaire, elle peut se revendre comme une production industrielle, comme une production agricole en excès à nos voisins européens, par exemple? Alors, ce qui est en train de se passer, parce qu'en fait, aujourd'hui, quand c'est en surplus, on revend effectivement à l'extérieur parce qu'il faut équilibrer le réseau, sauf qu'on revend à perte, quoi. Mais ce qui est en train de se passer, l'usine à gaz, là, les Shadows qui pompent, c'est qu'aujourd'hui, on est en train de mettre en place des zones de stockage. À l'Albec, il y a deux demandes de permis de containers à batterie au lithium pour stocker l'électricité. Bon. Il y en a d'ailleurs déjà qui ont déjà pris feu sur des centrales en Corse ou pas si loin de chez nous, une usine de fabrication de batteries au lithium à Viviez, je crois, qui a pris feu. Ouais. Mais aujourd'hui, on paye pour détruire l'électricité. On paye pour détruire l'électricité qu'on produit en éolien, enfin en renouvelable, c'est-à-dire en éolien et en solaire. C'est-à-dire que quand il y a trop d'électricité, on en produit trop, on est obligé de mettre les centrales à l'arrêt et tout ce qu'on a produit en trop, on paye pour le détruire. Et donc en fait c'est un cercle complètement vicieux qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que la France étant, on va dire, un pays transitoire, c'est-à-dire que le Portugal et l'Espagne fabriquant beaucoup de solaire et d'éolien, l'énergie passe par la France pour être revendue aux pays frontaliers. Donc en fait, on ne fait que faire passer l'électricité. Mais de ce temps-là, depuis le début de l'année, on a déjà fermé plusieurs centrales solaires et éoliennes en France. Et nous, dans notre facture EDF, on est obligé de payer l'électricité qu'on est en train de détruire. On ne l'a pas consommée et on paye pour la détruire. Donc du coup, c'est la taxe d'acheminement qu'on paye dans notre facture EDF, et elle paye les énergéticiens qui ne peuvent pas faire fonctionner leur centrale solaire. Je vais juste revenir sur le recours sur le PLUI de Cobaldor. Donc, en fait, nous on attaque par rapport au côté de la vocation agricole, naturelle ou forestière de ces zones, et on s'appuie sur l'avis de la MRAE, la mission régionale d'autorité environnementale, qui dit grosso modo que le dossier il est ni fait ni à faire. Par exemple, vous avez le secteur d'Alvignac, l'ancienne gendarmerie. Aujourd'hui, c'est classé en zone Natura 2000, parce que depuis le temps qu'il n'y a plus d'activité, la nature a repris ses droits, quoi. Donc c'est classé en Natura 2000, mais on le met quand même en zone NER. Voilà. Donc pour nous, c'est très important d'attaquer ces documents, parce qu'en fait, c'est les 15 zones que tu as dit. Ben, si on les fait sortir du PLUI, c'est fini, il n'y a plus de projet possible sur ces zones-là, quoi. Voilà. Donc il y a une cagnotte qui est mise en ligne par les amis de la Conf. Ça permet d'avoir de la défiscalisation pour pouvoir financer ces recours juridiques, et on invite tous les citoyennes et tous les citoyens à y participer. Juste moi je voulais rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la construction de centrales photovoltaïques qui ne servent pas vraiment à produire de l'électricité.
qu'on a notre multinationale énergéticienne française basée au Luxembourg, pour ne pas la nommer Total Energy, qui met la pression de plus en plus sur les conseils départementaux parce qu'elle voit poindre à l'horizon une énorme amende de la communauté européenne parce que Total Energy n'a pas rempli son quota de certificats de décarbonation. Et donc en fait, Total Energy et ses filiales construisent des centrales photovoltaïques au départ, non pas pour produire de l'électricité et pour égayer les territoires, mais surtout pour ne pas payer d'amende relativement aux quotas de décarbonisation qu'ils n'ont pas remplis et pouvoir ainsi continuer à produire du pétrole sous toutes ses formes. Voilà, ça c'est important à savoir parce que c'est les premiers qui vont mettre la pression au niveau des agriculteurs, parce que là, l'échéance de cette amende qui va sans doute se compter en dizaines de milliards d'euros va arriver assez prochainement. J'en veux pour exemple que Total Energy en ce moment fait le tour de tous les départements pour offrir gracieusement des vélos électriques à des clubs sportifs pour obtenir des certificats de décarbonation. Là, par exemple, sur l'U7 du Lot, on s'est vu proposer 300 vélos cargo électriques en échange d'un certificat de décarbonisation qu'on envoie directement avec des filiales de production d'énergie de Total Energy. Ce qui est quand même incroyable. Incroyable. D'autant plus qu'ils nous proposent des vélos cargo et que des vélos cargo dans les écoles, je vois pas bien ce qu'on peut en faire. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Ouais, qu'est-ce qu'on fait alors? Après, on va boire un coup. Parce que On se remonte le moral. c'est ça le nerf de la guerre aussi. Hein. Enfin, la guerre, c'est pas le mot qui convient, mais. Bonjour à tous. Moi, ce qui m'inquiète, c'est pour notre territoire, là, on a déjà l'aéroport, on a des autoroutes. Les panneaux, ça fait pas rêver pour une nouvelle famille qui va s'installer, sachant que les effectifs de l'école baissent. Voilà, moi, ça ne me fait pas rêver d'habiter un village où il y aura des panneaux partout. C'est le cadre de vie, hein. C'est bien ça, ce qu'on veut préserver, c'est le cadre de vie. C'est bien ça. Donc, si, voilà, vous devez commencer à avoir faim. Il y a une dame là-bas qui voudrait parler. C'est intéressant parce que même si on est un peu sensibilisé à ces problèmes-là, on découvre que sur notre territoire, il y a énormément de choses qui se passent et que la population n'est pas informée. Et cette réunion-là, je trouve intéressante parce que ça permet d'échanger. Et c'est comme ça qu'on arrivera, les citoyens, en faisant des réunions où on est informé, où on pourra quand même se mobiliser pour faire quelque chose. Alors, non, je ne suis pas d'accord avec vous, parce que là, justement, on a des moyens de se tenir informés. Et tout à l'heure, le dossier de la Confédération paysanne disait que c'est aussi à nous d'être informés. Et le premier lieu d'information dans la vie des communes, c'est d'aller voir les conseils municipaux, d'y participer et d'entendre. Parce que dans les ordres du jour des conseils municipaux, il y a toujours une question terminale qui s'appelle questions diverses. Et je peux vous dire, pour avoir été à plein de conseils municipaux de Gignac, que c'est quand même la partie la plus intéressante. Parce qu'il n'y a pas de délibération, mais c'est là qu'on apprend ce qui va se passer dans la commune. Donc là, moi, pendant 4 ans, j'ai assisté à des conseils municipaux. Le plus nombreux où on a été sur Gignac, on était 3 au conseil municipal. 3 personnes en dehors du conseil municipal. Donc on a la possibilité de s'informer, mais encore faut-il l'apprendre. Et aussi, il faudrait être informé parce qu'à la fin des conseils municipaux, souvent il ne se passe rien. Le verre s'en va, il n'y a rien qui se passe. Et même en dehors du conseil municipal, les décisions peuvent se prendre en tout petit comité.
Oui, dans beaucoup de communes, c'est 2-3 personnes qui font la politique de la commune. Oui, mais dans les conseils municipaux, tu peux te rendre compte justement que certaines décisions ont été prises en bureau et non pas en conseil municipal, parce que à certains moments, dans les conseils municipaux, il arrive des frictions, justement, parce qu'il y a des conseils municipaux qui découvrent des dossiers, qui découvrent des décisions, et qui se disent, mais comment c'est possible qu'on ait décidé ça, puisqu'on ne l'a pas encore voté en conseil municipal. D'où l'intérêt d'y aller. C'est certainement très intéressant, oui. Moi, je voulais, faire une remarque. Il faut effectivement s'informer, mais il faut aussi agir. Est-ce qu'il y a des projets de présentation de listes pour les prochaines municipales? Oui. Parce que là, vous avez au moins l'occasion d'expliquer tout ça à la population et de présenter aussi un contre-projet de positionnement, quoi. C'est un débat. Au-delà de la question de la constitution d'une liste, il y a la question du fonctionnement, en fait. Et il y a un certain nombre de communes en France qui travaillent sur de la démocratie directe. C'est-à-dire... Non, mais il y en a quelques-unes. C'est-à-dire que le conseil municipal, en fait, il existe parce que légalement, il existe, mais en fait, il ne fait qu'entériner des décisions qui sont prises de manière beaucoup plus large par l'ensemble de la population. Avec, nous, on a été rencontrer la commune de Vaour, par exemple, qui est dans le 82. En fait, il y a une coordination avec des groupes de travail sur différents sujets. Il y a, tous les mois, il y a un café citoyen où il y a un temps donné sur un projet qui est en train de se travailler, où on rend le projet, et puis il y a un temps donné pour que tout le monde puisse s'exprimer sur une idée, un projet, etc. Voilà, il y a vraiment un fonctionnement collectif donc, raison de plus qui se fait. Donc, oui, proposer une équipe, mais proposer une équipe beaucoup plus large, en fait, qu'une simple liste. Oui, et d'autant plus que dans le fonctionnement des municipalités, il y a aussi des choses qui s'appellent les commissions municipales, où normalement, ces commissions réunissent des gens qui sont élus au conseil municipal et des citoyens lambda de la commune. Or, je ne pense pas, ou je ne crois pas, ou je n'ai pas trouvé existence de lire de ce type de commission, que ce soit sur Cressin-Sac-Saratac ou sur une commune plus proche qui est celle de Gignac aussi. Voilà. Il y a des lieux intermédiaires, effectivement, où on devrait être, en tant que citoyen, en capacité de pouvoir participer à la vie de la commune, même si on n'est pas élu, mais il n'y a pas de vie dans ces commissions. Il y a des gens qui sont nommés et elles se réunissent jamais. Nommés par qui? Nommés par la municipalité, j'entends bien, et normalement, ça devrait être ouvert à tous. Pour tout dire, sur Gignac, on a essayé de le faire. On nous a juste dit qu'on n'avait rien à y faire, puisqu'on n'avait pas été élus. Voilà. Les municipalités ne nomment pas n'importe qui. C'est sûr. Voilà, c'est sans doute pour ça que je n'ai jamais été nommé. Je voulais rendre hommage à Sylvie Bitterlin et à toutes ses camarades, notamment Claudine, qui est appelée Laurence dans le livre là, pour leur lutte. Et je voudrais, avant l'apéritif et la suite de la discussion, vous lire le plaidoyer de Laurence qui a été jugée pour avoir entravé les machines. Je crois que tout est dit, en fait, dedans. Je parlerai sans micro, vous m'entendez bien au fond, puisque c'est déjà la lecture, voilà. Chirurgien dentiste, j'ai soigné des dents, bien sûr, mais surtout passionnément soigné des personnes. J'ai tenté de prévenir la maladie, de réparer au mieux les destructions qu'elle causait,
ainsi que les dommages d'un accident, d'une agression ou ceux de l'usure du temps. J'ai toujours pris soin de ce vivant fragile qui demandait mon aide, soin de ce visage découvert, vulnérable et confiant, qui jusqu'au dernier jour de mon exercice n'aura cessé de m'émouvoir. C'est ce même appel du vivant qui m'a convoqué l'an dernier sur le site de la déforestation, dans les hurlements des machines. Je demeure traumatisé par la violence de l'abattage des arbres aussitôt arrachés du sol pour être broyés, pulvérisés, réduits en poussière de rien. Traumatisé aussi par les tronçonneuses en action à quelques centimètres de nos chevilles. J'ai assisté à la chute d'une militante avec l'arbre qu'elle voulait protéger, après qu'un bûcheron l'a sciemment coupé. Je garde le souvenir désespéré de mon impuissance parmi ces condamnés à mort, marqués d'un trait rouge sur le tronc. C'est encore cet appel à l'aide du vivant, ces derniers mois, qui m'a porté au-devant des machines saccageant les sols, fracassant la roche, détruisant irréversiblement les habitats d'espèces protégées. Dans le contexte d'un effondrement de la biodiversité, comment laisser détruire tout un écosystème, puits de carbone, pourvoyeur d'humidité, au profit d'une installation industrielle? Mon engagement m'a donc conduite devant vous, Madame la Présidente, et soyez assurée que je respecte les lois de la République, instrument d'expression du juste. J'ai refusé d'être complice d'actes illégaux et d'agressions mortelles envers ce qui nous constitue, nous, vivants parmi d'autres sur Terre. C'est pour laisser du temps à la justice et pour que puisse s'ouvrir un espace de réflexion et de dialogue que je me suis mise en travers des chemins. Jamais je n'ai eu l'intention, ni la conscience, de me mettre en travers des lois ou de commettre un délit en opposant au passage des machines le seul obstacle de mon corps. Je n'ai jamais fait usage de violence ou d'insultes, jamais porté atteinte aux personnes ou aux biens, conformément à la charte de non-violence de notre collectif et à mes propres valeurs. Ne pas agir face à cette destruction m'apparaît relever de la non-assistance à personne en danger. J'ai autant plus de mal à l'envisager que j'ai prononcé le serment d'Hippocrate. Au tournant de mes 72 ans, je me suis beaucoup interrogé. J'ai senti plus clairement que jamais que j'entrais dans une période de responsabilité sans retour, dans un devoir d'alignement de mes actes et de mes convictions, jusqu'au jour où je me retirerai de ce monde. Dans quel état aurais-je transmis cette terre au suivant? J'ose espérer, Madame la Présidente, que les débats d'aujourd'hui contribueront à éclairer ce qui nous a poussés à agir. Il me semble que sur ce petit territoire de la montagne de Lure se rejoue un mythe vieux de 2500 ans, celui du roi Midas, dont le vœu de transformer en or tout ce qu'il touchait fut hélas exaucé, le privant ainsi de nourriture, d'eau, de caresses et d'amour. C'est l'illustration parfaite du mercantilisme mortifère qui nous gouverne. Mais j'ai foi en la justice. J'ai bon espoir qu'elle nous aide, ainsi que les générations futures, à y faire obstacle. Wow.